Bonjour à tous, cette semaine dans À savoir, on parle de pollution des sols et des manières d'y faire face avec nos deux invités, les chercheurs Béatrice Béchet et Thierry Lebeau. Vous participez tous deux à un vaste programme de recherche autour de la pollution des sols qui s'appelle Pollusol, on en parlera dans quelques instants. Tout d'abord, quelques rendez-vous à noter dans vos agendas et notamment pour tous ceux qui hésitent entre une soirée devant une bière dans un pub et une soirée à une conférence scientifique. Eh bien écoutez, si on mélange les deux, ça donne Pint of Science, une pinte de science. L'édition 2016 se déroule aussi à Nantes, donc c'est du 23 au 25 mai à la Fleur de Malte, un bar près de la gare. Alors c'est complet pour la première soirée du lundi, mais il reste des places pour les conférences de mardi et mercredi. Comment swinguer à 80 ans, on parlera d'os et de vieillissement, et le second cerveau qui se cache dans nos intestins. Voilà, l'entrée est payante, 2 €. Mais ça permet de parler de science sans se prendre trop au sérieux et puis en buvant de la bière modérément, évidemment. Les abeilles solitaires, on les retrouve dans nos jardins depuis quelques semaines et elles s'invitent aussi dans les albums des philatélistes avec une nouvelle série de timbres de collection qui est présentée en avant-première à Nantes à l'hôtel du département ce vendredi 20 mai, l'hôtel du département où seront réinstallées une demi-douzaine de ruches dans les jours qui viennent. 3 autres ruches seront installées sur le toit des archives départementales. Les abeilles qui, ces derniers temps, se trouvent plutôt bien en milieu urbain, notamment parce qu'elles sont plutôt éloignées des pollutions d'origine agricole, mais elles restent évidemment sensibles aux attaques des frelons asiatiques, donc elles ont dû être rapatriées l'hiver en zone rurale. Et une dernière info de nos collègues de Ouest France qui publiait hier un article sur la presqu'île guérandaise, une association, un collectif qui vient d'être formé à la détection des sols radioactifs. Voilà, c'est la CRIRAD qui est un collectif, un organisme indépendant qui effectue des mesures, notamment depuis les pollutions de Tchernobyl, pour avoir un état des lieux très précis des pollutions. Là, on parle de pollutions liées à des stériles, des résidus miniers, notamment ceux de Gétinier, mais aussi de Piriac-sur-Mer, des mines anciennes qui ont fermé depuis, mais qui laissent des résidus un peu partout dans la région. On va continuer à parler de sol ensemble, Thierry Lebeau et Béatrice Béchet. Vous participez à un programme qui a vu le jour très récemment, ces derniers mois, qui s'appelle Pollusol et qui essaye d'analyser de manière très transversale cette question de la pollution des sols, mais sous tous les aspects, à la fois du comportement des gens qui travaillent le sol, mais aussi jusqu'à la pollution des mers, avec l'Ifremer. On va s'intéresser ensemble surtout à la question de la culture de légumes, de céréales sur la terre polluée. On est dans une zone urbaine, on est dans une agglomération avec des sources de pollution diverses. Quand on cultive des plantes, systématiquement, les plantes récupèrent la pollution qui se trouve dans les sols. Alors, on va commencer par Thierry Lebeau peut-être. Tout dépend des plantes. Certaines plantes, effectivement, accumulent de manière importante, même très importante, certains contaminants. D'autres, au contraire, ont des stratégies complètement différentes face à la toxicité de contaminants et bloquent, on va dire, de manière imagée, l'entrée du contaminant dans la plante. Si on en parle, c'est parce que ces dernières années, notamment le CEF de Nantes, le service des espaces verts, a fait une expérience. Ils ont essayé de cultiver des carrés potagers en plein centre-ville. Et on a vu la réaction des gens dans la rue. C'est « moi, je ne mangerai jamais de ces légumes. Ça a été cultivé là, dans la terre urbaine. » Il y a encore beaucoup d'a priori sur les sols urbains, et notamment ce qu'ils peuvent dégager. Vous travaillez, vous avez fait des expériences, alors, notamment dans des jardins familiaux, pour essayer de comprendre comment se comportaient les plantes, qu'est-ce qu'il y avait dans les sols surtout. Alors déjà, peut-être on va commencer par ça. Qu'est-ce qui se trouve dans les sols ici à Nantes ? Polluants, gênants. Alors dans les sols urbains, on peut trouver différents types de polluants qui ont différentes sources également. Et sur Nantes, on a une spécificité, c'est qu'on va avoir des polluants qui sont d'origine naturelle. Alors ces substances naturelles, elles deviennent polluantes parce qu'elles atteignent certains niveaux de concentration. Des substances naturelles qui viennent d'où ? Alors qui viennent du sol, qui viennent de la roche. De dessous nos pieds, vraiment en dessous, c'est la roche. La roche évolue pour devenir du sol et donc on va retrouver certains éléments dans ce sol comme le plomb et l'arsenic. Alors c'est une problématique qui est bien connue régionalement. Parce qu'on est sur un massif granitique ancien, c'est ça qui est plus sujet Voilà, c'est ça. On est dans un massif granitique et on retrouve aussi des roches métamorphiques et qui ont évolué, qui libèrent finalement des
des substances qu'on va retrouver à trop forte concentration dans les sols et qui ensuite ont la capacité de se transférer dans les légumes. Donc ça, c'est une problématique un peu locale. Et puis en milieu urbain, eh bien, on a toutes les émissions qui viennent du chauffage urbain, des transports et des émissions industrielles essentiellement passées, puisqu'actuellement, on a quand même une surveillance importante des émissions par des industries. C'est beaucoup plus compliqué de polluer aujourd'hui quand on est industriel. Voilà, on a vu tout à l'heure des images des jardins familiaux, des églantiers, où là, on est sur une zone de pollution d'origine naturelle, c'est du plomb. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, en tant que chercheur, Thierry Lebeau, mais aussi vos collègues d'autres laboratoires, quand on vous a dit, là, on a une pollution au plomb, qu'est-ce qu'on fait? On analyse quoi? Ça a été quoi le processus? Alors en fait, si on refait un peu l'histoire du site, l'aménagement de la ZAC des Bruyères qui jouxte le jardin était en cours il y a 2-3 ans à peu près. On est au nord-ouest de Nantes. Voilà, nord-ouest de Nantes, et donc avec découverte de certains contaminants. Donc le CEF, de manière préventive, donc le service des espaces verts et de l'environnement, de manière préventive, a souhaité faire quelques analyses dans le jardin des églantiers. Et sur 2 hectares, alors quelques échantillons ont été réalisés et ont montré notamment des taux de plomb à certains endroits extrêmement importants, très élevés. Donc on se demandait même s'il ne s'agissait pas, par exemple, d'une batterie de plomb qui aurait été laissée par le passé. Voilà. Et ensuite, une investigation beaucoup plus systématique, précise, a été réalisée donc, de manière concertée avec le BRGM, l'IFSTAR et aussi l'université. Une cartographie très précise de ces contaminations au plomb. Ensuite, donc, au départ, la ville de Nantes, c'était un peu une première. A interdit la production de légumes sur la totalité du site pour certains légumes, notamment les carottes, les poireaux. Parce qu'on savait déjà que les légumes racines captaient le plomb? Alors également parce que des prélèvements de légumes ont été réalisés sur site et ont montré qu'effectivement ils accumulaient bien, mais on le savait dans la littérature scientifique. Et cette cartographie très fine a quand même montré que finalement la moitié du site ne posait pas de problème. C'est-à-dire que les teneurs en plomb étaient relativement limitées, donc cette partie du site a été rouverte. Pour l'autre partie du site, une partie a été, de la terre a été rajoutée, la terre saine, entre guillemets. Il y a 1 mètre de plus à peu près. Voilà, 1 mètre de terre. Et puis, une surface d'à peu près 800 mètres carrés a été mise à disposition, donc, qui n'a pas été traitée, qui n'a pas fait l'objet de rajout de terre, a été mise à disposition de l'université pour mener des expériences. Voilà. Donc vous avez un peu de recul maintenant, vous avez le résultat de ces expériences, et qu'est-ce que vous pouvez dire sur la dangerosité effective de ces zones polluées? Alors, ce que l'on a souhaité faire, c'était à la fois tester des plantes capables d'extraire le plomb, même si on est là dans un contexte particulier, puisque toute la roche est pleine de plomb, mais au moins de tester ces plantes, et puis en même temps de tester des plantes qui, elles, n'accumulent des légumes, en fait, plutôt, qui n'accumulent rien du tout. Donc, dans une première partie, on se dit, on va essayer d'extraire le plomb pour le jeter après. Bon, c'est illusoire, là. Voilà, c'est illusoire, mais au moins de tester certaines plantes, leur capacité, pour ensuite les utiliser, pourquoi pas, en dépollution d'autres sites avec des pollutions anthropiques cette fois. C'est-à-dire que dans l'absolu, on cultiverait ces plantes. Alors je sais pas, imaginons qu'il y ait une vieille batterie là, à cet endroit-là. On met des plantes dépolluantes et après on fait quoi des plantes? On les brûle? Alors ensuite, voilà, c'est de toute façon dans le cas des polluants tels que le plomb, le cadmium, le chrome, le plomb reste le plomb, le cadmium reste le cadmium. Donc la plante devient un déchet. C'est-à-dire qu'on ne fait que transférer le polluant du sol vers la plante. D'accord. Et ce que l'on fait, c'est l'objectif est de réduire la taille du déchet, donc on brûle la plante. On peut imaginer de valoriser énergétiquement cette plante aussi quand on la brûle. Voilà. Vous avez travaillé sur les jardins familiaux, donc un endroit où les gens viennent très souvent. Quelle a été la réaction, Béatrice Béchet, des gens qui cultivent cette terre? Est-ce que ça a été une sorte de déni à se dire non, moi je cultive mes carottes depuis longtemps, ou est-ce qu'il y a eu une frayeur soudaine? Alors il y a plusieurs comportements. Oui, il y a en gros 4 comportements de jardiniers qui ont été déduits d'une étude qu'on a menée avec une sociologue. Et donc on va en effet de la personne qui dit je fais confiance à la ville, il nous propose une étude approfondie. Donc on me propose aussi une nouvelle parcelle réhabilitée. Donc je reste dans le jardin. Il y a les personnes qui ont eu peur, qui sont parties.
Une autre donc, qui est plus dans la discussion, dans la contre-expertise. Et puis la personne qui est vraiment dans le déni. On veut me faire vraiment partir du jardin. La ville veut récupérer les terres pour faire des immeubles. Il y a eu ces accusations à un moment. Voilà, tout à fait. Ça, on l'a entendu. Ouais. Dès qu'on a été sur le terrain pour faire les diagnostics, on a entendu certains jardiniers prendre cette position-là. Le problème, c'est qu'on est obligé de croire sur parole des scientifiques parce que le plomb, on ne le voit pas dans la terre, forcément. C'est compliqué. On va peut-être juste rappeler les conséquences d'une ingestion régulière de plomb. Quelles peuvent être les conséquences sur la santé ? Qu'on appelle la plombémie, donc, qui se traduit par une atteinte du système nerveux. Et cette plombémie touche particulièrement les enfants. Ce qu'on appelle aussi le saturnisme. Tout à fait. D'accord. Sur d'autres sites, alors là on est sur une pollution d'origine naturelle, les pollutions d'origine industrielle se traitent de la même manière ou à partir du moment où on sait que c'est une pollution d'origine industrielle, on traite les choses différemment? Non, pas forcément. On peut les traiter de la même façon. Encore une fois, que ce soit du plomb d'origine naturelle, donc un enrichissement en plomb dans le sol, ou un dépôt, par exemple, atmosphérique d'une fonderie de plomb, ça reste du plomb. La différence va être la mobilité de ce plomb. Un plomb d'origine humaine lié à l'activité industrielle, a priori, sera plus mobile. Il n'a pas forcément la même composition, c'est ça Oui, parce qu'il n'est pas localisé sur les mêmes phases du sol, puisque le sol est compliqué. Il y a de l'argile qui est chimiquement très réactive, du sable, des limons, de la matière organique. Voilà. Ouais. Un sol, on parle beaucoup des sols sains ou des sols morts. Hein. Ces derniers temps, il y a une tendance de l'étude des sols qui consiste à dire un sol est vivant et un sol vivant est beaucoup plus sain, peut apporter beaucoup plus de choses aux plantes. Est-ce que dans le cas des sols qui sont quasiment morts en ville, hein, où on voit quasiment plus de vers de terre, de champignons et autres, cette pollution est amenée à rester davantage dans le sol je veux dire, est-ce qu'un sol avec beaucoup de micro-organismes permet d'évacuer plus facilement ces polluants ? Les polluants métalliques ne vont pas changer de forme, ils vont rester dans le sol. Après, pour des polluants organiques, en effet, une aération amenée par l'activité biologique va pouvoir aider à la dégradation de ces substances. Qu'est-ce qu'on appelle un polluant organique, par exemple ? Alors, un polluant organique, c'est par exemple un hydrocarbure ou un solvant. Qui peut être dégradé naturellement par des activités microbiennes, bactéries. D'accord. Vous travaillez, donc c'est un collectif pluridisciplinaire, un Pollusol. Vous vous êtes réunis une première fois, je crois que c'était en décembre dernier. Vous commencez à travailler là sur 5 ans. Vous choisissez uniquement le bassin de la Loire, c'est ça ? Vous travaillez uniquement sur le bassin de la Loire ? Alors, on travaille sur la partie aval du bassin de la Loire, bassin versant de la Loire, et également sur une partie du bassin versant de la Sèvre nantaise. D'accord. L'idée dans ce projet, puisque Pollusol, c'est plus qu'un projet, c'est l'objectif de développer un pôle régional sur les pollutions diffuses, c'est de mettre en place, d'étudier différents sites expérimentaux, donc on a parlé de sites de jardins associatifs, mais on commence à travailler aussi sur des sites viticoles, notamment en partenariat, un début de partenariat avec le groupe Terrena. On travaille aussi donc sur des sites miniers, anciens sites uranifères, avec nos collègues de Subatec, École des mines. Et puis, on regarde le transport des polluants jusqu'à la mer, donc avec nos collègues d'Ifremer, avec un exemple qui est extrêmement intéressant, c'est l'exemple du cuivre, par exemple, que l'on trouve à la fois dans les sols viticoles avec le traitement contre le mildiou, avec la bouillie bordelaise, sulfate de cuivre. On retrouve du cuivre dans les plaquettes de frein. Et Ifremer a montré qu'en 30 ans, les teneurs en cuivre, par exemple, dans les moules, cette teneur a doublé. Donc, d'où vient ce cuivre ? C'est la question, sachant que aussi les peintures de bateaux utilisent des composés maintenant au cuivre, puisque le tributylétain est interdit. Donc l'idée, c'est, on l'a bien compris, de mieux comprendre ces polluants pour éventuellement accommoder aussi les activités, parce que l'idée, c'est de dire, on ne va pas geler une zone parce qu'elle est polluée, mais peut-être de continuer. Donc les prochains rendez-vous, ce sera dans 5 ans. Vous ferez un premier bilan, j'imagine, de ce
Oui, alors même avant les 5 ans, on fait des bilans régulièrement. On va avoir le temps d'en parler, mais on reviendra évidemment sur ces questions sur le programme Polusol un peu plus tard sur Télé Nantes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt sur Télé Nantes.